augmente la pression fiscale sur la population. On fait des projets et des programmes, soit disant que c'est pour la cohésion sociale. On prend l'argent et ceux qui souffrent, on ne voit pas là où ça part. On dit qu'on va mettre des programmes pour développer l'agriculture. Tu pars sur le terrain, tu vois que c'est totalement faux. Mais la FMI voit tout ça. La FMI voit tous ces milliards qu'elle a accordés au Togo pour juguler le problème de la pauvreté, pour permettre aux Togolais de bien vivre. Et qu'après une vingtaine d'années, c'est toujours la même situation. Et pire encore, la situation s'est empirée, puisque maintenant le peuple se cherche sur les poubelles pour manger. D'autres dorment dehors. Les marchés des femmes ont brûlé. Le pouvoir d'achat a baissé. Mais cette FMI viendra dire non, pour gérer votre problème, voilà, augmenter les impôts, augmenter les taxes, privatiser telle ou telle société. Ces mêmes sociétés que cette minorité dont fait partie fort, Nyasimbe, a contribué à détruire. Puisqu'il faut détruire ces sociétés pour pouvoir les privatiser à vil prix et prendre des actions. Exactement. Donc souvent c'est grave quand je vois des gens qui disent qu'eux ils sont du NIR, qui ont des difficultés à avoir les 3 repas par jour, qui sont en train de dire en train de parler de la 5e République, en train de dire que les élections sénatoriales c'est bon, et ça va gérer quelque chose, pendant qu'ils ne savent pas, il y a combien de milliards derrière ce Sénat. Il y a combien de milliards de l'État qui va rentrer derrière ce Sénat. Et ces milliards, ça pouvait créer combien d'entreprises, combien d'emplois. Ça peut sauver combien de vies si on essaie d'investir ça dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes. Mais ça, on lave le cerveau de certaines personnes, on les lobotomise et on leur dit non, mettons cette chambre, ça va nous... Mais ça va vous permettre d'avoir quoi? Que des voleurs. Ça va vous permettre d'avoir quoi? Parce que le régime veut forcément passer à la 5e République et qu'on veut récompenser des gens. Voilà pourquoi après 20 ans, on veut faire un forcing pour mettre le Sénat en place. Le Sénat, c'est dans la Constitution depuis 92, non? Si je ne me trompe pas, sénateur. C'est dans cette Constitution. Voilà, on ne l'a jamais mis en place. Oui, parce qu'on n'a pas vu son importance. Voilà. Maintenant, avec la 5e République, comme les gens savent qu'il n'y aura plus l'élection pour le président. Oui, mon frère, c'est mon cop, ça va? Et qu'on doit récompenser certaines personnes pour qu'ils ne se retrouvent pas sans emploi. Il faut mettre le Sénat en place, récompenser les gens et continuer dans la 5e République pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que d'autres personnes ne viennent pas dire nous on n'a pas une autre part du gâteau. C'est toujours servir la minorité. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui n'a pas 3 repas par jour peut se lever et puis défendre ça. Ou bien quelqu'un dans sa famille, ou s'il y a un malade, on n'arrive pas à le soigner, il peut se lever défendre ce Sénat. Aller jusqu'à partir, prendre la Constitution pour venir chercher les rôles, pour venir chercher... Ce n'est pas important. Parce que c'est une institution qui n'a pas sa place dans un pays en souffrance, dans un pays qui est endetté, dans un pays qui ne crée pas de la richesse, dans un pays qui ne crée pas d'emploi et dans un pays qui ne stimule pas la consommation. Ce n'est pas important le Sénat. Sénateur, merci. Merci mon frère Trisis Mégis et merci pour ton intervention. Ne parle pas parce que j'ai besoin de toi, parce que tu maîtrises bien le sujet. Ok, voilà, ça me donne aussi l'occasion de parler sur les sénateurs. Les sénateurs, pendant que des gens essaient d'inventer, ok, de se vanter économiquement en construisant des usines pour leur population, et pendant ce temps, nous on invente des choses en politique pour pouvoir mettre en place une république. Et c'est dommage parce que la 5e République n'apportera pas à cette population quelque
quelque chose de nouveau. Okay? La population, lui, a besoin de trouver de l'emploi, surtout les jeunes. Si c'était une usine qu'on avait mise en place, qu'on avait construite, là, on pouvait dire que oui, au moins 200 jeunes Togolais vont trouver de l'emploi. Ouais, et c'est grave parce que c'est grave. Parce qu'au Togo, le rôle, ceux qui font les lives sur quel est le rôle que les sénateurs vont jouer, quel est le rôle que les sénateurs vont jouer au Togo, qui est un nouveau rôle que les députés n'ont pas. C'est ça qu'on doit se poser. Les députés sont plus puissants que les sénateurs dans tous les systèmes. Dans tous les systèmes. Les députés ont quoi? La supervision et le contrôle de l'action de l'État, mais de l'action du gouvernement, de l'exécutif. Est-ce qu'au Togo, vous avez une fois vu l'exécutif partir devant l'Assemblée, défendre son programme, s'expliquer? Alors que d'autres pays le font. Le Ghana le fait. Le Bénin le fait. Vous allez voir Patrice Talon devant les députés s'exprimer, leur convaincre sur son programme. Pourquoi nous on ne le fait pas? Ou bien c'est la constitution de 92 qui a refusé? Non, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Ce n'est pas les sénateurs qui vont venir remettre ça en place. Ce n'est pas les sénateurs qui vont venir le faire. Ceux qui disent que non, ils vont jouer un rôle de supervision, de contrôle. Tout ça, c'est doyi. C'est doyi. Les députés avaient déjà ce pouvoir de contrôler, d'examiner l'action de l'exécutif. Sauf qu'au Togo, les députés ont interpellé les ministres ont refusé d'aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas les sénateurs qui vont faire un miracle au Togo. Notre pays ne va pas. Notre pays ne va pas. Et notre pays ne va pas sur le plan économique. Moi, je le dis, sur le plan économique. Les millions, les milliards qu'on va injecter chaque année dans ces sénateurs, on pouvait construire au moins des hôpitaux. On pouvait faire des projets sociaux. On pouvait financer l'agriculture. Parce que nous sommes dépendants pour la moindre des choses. Même ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Pour faire la politique, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Quand nous on finit de manger ce que d'autres ont produit dans leur pays, ce que nous on pense faire, c'est réfléchir comment inventer des choses sur le plan politique. C'est dommage. C'est dommage. Hein? La législation. Oui. Sénateur, je te coupe 30 secondes pour dire quelque chose comme ça. Tu vois, oui. Par exemple, nous en 2014, lorsqu'on sortait pour chercher Blaise Compaoré, tu vois, il y avait d'abord des slogans non à la modification de la Constitution. Il y avait aussi non au sénatorial. Parce que Blaise, en voulant faire ça, il voulait créer des sénats. Et on a dit à Blaise, non, c'est une institution budgétivore. C'est une institution budgétivore dont le Burkina Faso n'avait pas le luxe de créer ça. Et moi, quand je vois un pays qui est dans les mêmes situations, presque économiques, pareil que le Burkina Faso dans son temps, avec son lot de malgouvernance, de tueries, de corruption, qui veut installer cette institution pareille, et que les jeunes s'assoient et regardent ça, je me demande, mais souvent, les jeunes, est-ce qu'ils pensent à leur avenir? Parce que les milliards qu'on va injecter dans cette institution-là, au moins, on pouvait créer des entreprises. Parce qu'on sait qu'il y a des jeunes travailleurs dans le pays, il y a des jeunes qui ont des compétences. On pouvait au moins les financer. Si on prend, par exemple, aujourd'hui, avec la finance participative qui est là, ou bien la finance populaire qui est là actuellement, si l'État essaie un peu d'organiser ça, au moins, même si c'est 5 jeunes, avec des projets au moins 1 milliard pour ces 5 jeunes-là, c'est pas moins de 3 000 ou 4 000 emplois qu'on va créer. Et si tu prends ça sur 5 ans, tu vois ce que ça va donner. Et ces mêmes jeunes qui ont reçu les 1 milliard, après 5-10 ans, ils vont encore financer d'autres jeunes. Tu vois ce que ça va faire en 20 ans.
Mais là, les gens s'assoient et ça ne les regarde pas. Bon, moi je ne suis pas un économiste, hein. C'est vrai que ma formation de base c'est l'économie que j'ai fait, mais moi je me suis spécialisé purement en gestion. Donc sur les questions économiques, je peux dire quelque chose, mais je ne suis pas un spécialiste, je peux me tromper. Mais néanmoins, quand tu prends les statistiques du Togo sur le plan économique, même quand tu prends sur le plan de la gestion, ben, souvent tu as envie de dire aux jeunes, vous n'aurez pas un avenir, hein, avec cette 5e République, si vous ne vous levez pas. Vous n'aurez pas un avenir. Voilà, donc tu peux continuer, sénateur. Non, ce sont des choses qu'on peut observer à l'heure nue. Donc, c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Parce que avant que les jeunes Togolais ne soient l'avenir de ce pays, il y a des conditions. C'est ça qu'on oublie. Ok? Avant que les jeunes Togolais ne soient l'avenir de ce pays, les jeunes doivent avoir accès à l'éducation de qualité. C'est ça. C'est cette éducation de qualité qui nous manque. Et on ne sait pas quelle décision prendre, quoi faire. Parce que si un jeune qui n'a pas une éducation de qualité, qui ne sait pas faire la part des choses, mais lui va suivre aussi ses dirigeants. Voilà un pays, cette année même, le budget qui a été déjà bouclé, ce budget est déficitaire. Le budget du Togo, sur 20 ans de gouvernance, le budget est toujours déficitaire. Chaque année, notre budget est toujours déficitaire. C'est-à-dire que chaque année, le gouvernement togolais dépense plus d'argent que ce que le gouvernement crée comme richesse. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? On crée encore chaque année de nouveaux dépenses. On crée chaque année. Cette année encore, c'est les sénateurs. L'année qui va venir, on va encore créer d'autres. Et on compte sur quoi pour le faire? On compte sur quoi? La pression fiscale. Parce qu'il y a un peuple mouton qui est là. Il y a un peuple qu'on exploite. Ce peuple même, on ne lui donne même pas la chance d'entreprendre. Parce que nous sommes dans un système que c'est les étrangers qui réussissent au Togo. On ne veut pas promouvoir les autochtones. Donne-moi un milliardaire qui est un homme d'affaires qui est au Togo actuellement. On va dire que c'est lui, c'est un homme d'affaires. Comme on peut le dire au Bénin, on peut le dire au Ghana. Dites-moi quel est l'homme d'affaires, quel est le milliardaire qui fait ses affaires, qui est au Togo actuellement. Je parle d'affaires, je ne parle pas de politique. Donc voilà les conditions pour qu'un jeune, pour que les jeunes Togolais soient l'avenir de ce pays, il va falloir que ces jeunes ont accès à une éducation de qualité. C'est cette éducation de qualité qui va permettre à ces jeunes de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. De vite comprendre les décisions politiques. On n'a pas besoin d'ouvrir les lèvres pour parler. Comment des Togolais à l'heure actuelle où la population tout le monde lutte, on ouvre les lèvres, on défend quel est le rôle des sénateurs. Quel est le rôle des sénateurs? Les sénateurs ne font pas de loi. Les sénateurs ne votent pas de loi. Les sénateurs n'ont pas ce pouvoir de dire aujourd'hui que tous les Togolais doivent exécuter cette loi. Ça n'existe pas dans aucun pays. Les sénateurs examinent les projets de loi, élaborent les projets de loi. Et eux, ils soumettent ça aux députés. C'est les députés qui valident, c'est eux qui votent. Et c'est le vote des députés qui font que cette loi devient une loi dans un pays. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de ces personnes? Donc ça veut dire qu'on remet en cause l'élaboration, l'examination du travail des députés? Non, c'est ça. C'est ça aussi. C'est ça.
Qui sont ceux qui nous représentent aujourd'hui? Est-ce que ce sont ils nous représentent valablement les députés? Ils défendent l'intérêt du peuple. Quand le projet de loi qui quitte le Conseil des ministres, qui viennent à l'Assemblée, est-ce que les députés ont ce pouvoir, ont cette qualité d'examiner ces lois pour dire que voilà, cette loi n'est pas bonne pour le peuple et ils ne valident pas, ils ne votent pas? Non. Toutes les lois qui passent, c'est comme une lettre qui passe à la poste. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Bonsoir, voilà. Sénateur. Oui, c'est me coupe de la parole, mon frère. D'accord. C'est un plaisir, comme je le dis toujours, de venir sur ton panel. Bonsoir, Trismégiste. Je te vois aussi sur certains panels et j'apprécie beaucoup tes interventions. Merci de nous soutenir du côté des hommes intègres, un pays que j'affectionne tout particulièrement. Et aussi un grand bravo pour la sortie de terre de la ville de Yenenga, qui bientôt fera une fierté pour toute l'Afrique. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je le vois, le Togo sollicite le FMI pour un diagnostic de ça. Et moi, je n'ai pas droit à un petit bonjour. Un petit bonjour. Ah, tu es en bas. Je voyais le truc, mais je savais pas que. Je pensais que c'était un truc à envoyer une invitation à Thio. Tu m'excuses, hein? Il n'y a pas de souci. Tu voyais Thio, mais. Vous t'inquiète. Non, je voulais en profiter juste pour saluer tout le monde sur le panel, et Trismégiste et sénateur. Et toi, on s'est déjà croisés tout à l'heure. Oui, dans la journée, on a un peu échangé. Pour moi, c'est toujours un plaisir de réfléchir, puisque le Togolais est par essence quelqu'un de très intelligent. C'est vrai que nous ne sommes pas exploités à notre juste valeur dans nos propres pays, mais dans les pays étrangers, quand vous voyez les exploits des Togolais, vous serez ébahis. Il y en a plein dans l'aéronautique, il y en a plein dans l'ingénierie robotique, j'en connais plein. Et le Togolais est par essence quelqu'un de très intelligent. Et en réfléchissant, en posant les problèmes comme sénateur pose les thématiques là, je pense que nous pouvons apporter notre pierre à ce que ceux qui sont juste là, qui ont occupé des postes, qui pensent que occuper des postes juste pour occuper, l'argent va rentrer, eux aussi ils vont passer leur temps de vie comme ça. Ces sujets peuvent les amener à réflexion pour que demain, parce que l'histoire retiendra que ils ont été là quand le Togo est sombré. Ou bien à un certain moment donné, ils ont joué leur rôle parce qu'ils ont pu à un certain moment donné élever la voix pour y parler des sujets tels que ceux que nous sommes en train d'élucider. Alors, si le Togo doit solliciter le FMI pour un diagnostic de sa gouvernance, ce qui veut dire que ceux qui ont mis les dirigeants du Togo en place ne sont pas ceux qui sont réellement consultés sur la question de la gouvernance, comment est-ce qu'ils sont gouvernés. C'est plutôt des organismes qui donnent leur aval et les gouvernants se permettent de continuer dans cette même lancée. Moi, c'est mon avis, hein, c'est ma réflexion sur le sujet. Non, tu as raison, tu as raison. Oui, allez-y. Si c'est comme ça, comme vous l'avez dit, la plupart des programmes d'ajustement en Afrique ont échoué. C'est des gens aussi qui ont leurs intérêts à préserver. Donc, s'ils viennent vous faire un audit et qu'ils voient qu'ils peuvent apporter des directives qui ne vont pas aller dans leur sens, ils vont truquer ces directives-là et plutôt vous donner des appréciations sur des points qui vont permettre de vous maintenir sous domination. Qui va se négliger? Personne ne veut que son intérêt soit bafoué. Donc disons que depuis très longtemps, c'est le rôle qu'ils ont joué et ils ont eu gain de cause jusqu'à présent. Je félicite encore Trismégiste et son peuple pour être sortis de ce carcan-là. Et de tenir ferme, parce que c'est pas aussi facile de tenir ferme face à ces poids lourds là. Donc c'est très important que nous réfléchissons aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, ce ne sont en aucun cas des ennemis à moi. Ce sont mes frères, mes aînés, mes grands frères et tout qu'ils essaient de penser pour l'avenir de ce Togo.
Ce qu'ils doivent savoir, c'est que apparemment chez eux, Lomé est assez bien vu, un peu développé, mais très en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Mais qu'ils aillent dans leur village respectif et voient l'état de dégradation des cases, l'état de dégradation des habitations. Comment leurs frères et soeurs qui sont restés au village sont en train de souffrir et chacun veut rejoindre les villes pour pouvoir souffler un temps soit peu, et on est en train de s'agglutiner dans le petit Lomé où les conditions deviennent de plus en plus dures. Même si je ne dis pas qu'ils ont volé, même s'ils ont volé de l'argent, qu'ils réinvestissent ça dans leur village. Qu'ils fournissent assez d'idées, d'entreprises dans ces villages-là pour qu'il y ait eu certaine décentralisation de nombreuses choses que nous avons trop concentrées à Lomé, où Lomé est devenu invivable. Finalement, on finit par être inondé sans prendre le contrôle de bien mettre en place un plan d'urbanisme pour accueillir toute cette masse de population qui continue d'affluer vers ici. Donc, c'est très important de penser, de réfléchir sur cette thématique-là pour que cela puisse susciter de la réflexion chez nos frères qui sont là et que cela puisse nous aider aussi à sortir un tant soit peu de ce carcan. Je rappelle encore que ces gens ne visent que leur intérêt. Le FMI ne va pas venir développer le Togo. Le FMI ne va pas venir développer le Togo. Le FMI va s'assurer que ses intérêts sont préservés au Togo. Merci pour l'instant. Merci, Semokop. Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. Quelques jours brillants. Ok, sur le tour de Théo 228. Oui, le sujet que devant nous. Bonsoir. Oula, vous avez la parole, mon frère. Oui, le sujet que tu as mis sur la table là, je ne peux pas y faire face, je ne peux pas argumenter ici. Moi, je suis monté surtout pour te féliciter, toi, sénateur, pour le boulot que tu fais. Je tombe de temps en temps sur tes publications et tout ça, et je suis admiratif à chaque fois que je t'entends parler. En fait, ça me donne confiance que sur le territoire togolais, il y a des gens qui réfléchissent à minima, qui se rendent compte des choses. Peu importe la propagande qu'on a actuellement sur TikTok, des gens qui viennent défendre des choses qu'ils ne comprennent même pas. Cette putain excuse-moi pour le mot, cette putain de 5e République qui nous mène droit dans le mur. Que les gens qui ont une conscience, qui voient les choses, mais malgré tout ça, défendent la chose. Je trouve ça dommage que des gens comme toi, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la forme du logo que je porte sur le dos, mais le fond, je crois que on y est. Vous voyez les choses, d'accord, et vous les dénoncez. Donc c'était juste pour te féliciter. La dernière fois, je suis monté sur ton live, mais il y avait trop de bois. Je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter pour le boulot que tu fais. Trismégis, on se connaît, je l'entends et tout ça, donc et surtout monsieur Smekop, c'est la deuxième ou la troisième fois que je te croise. Moi j'ai un petit souci. A priori tu es très jeune, mais je trouve que vous êtes trop timoré. Vous avez conscience des choses. Cette 5e République là, elle nous mène, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mur. Il faut oser dire les choses. Pas forcément de façon brutale ou de façon pas comme moi je ferais en tout cas, mais de faire à ta façon, de parler à tes frères, à tes grands frères et tout ça, de lancer des discussions pas pointues, mais de relever quelques points dans cette putain de 5e République encore une fois. Moi je l'ai parcouru, je me suis arrêté aux articles qui me heurtaient le plus. Genre, le président du conseil peut destituer ou renverser ou virer les députés à sa guise, que quelqu'un d'un parti, d'un député d'un parti, ne soit pas d'accord avec son parti, qu'il soit viré. Du coup, ce monsieur-là, il perd le fait qu'il soit député. Ce sont des petites choses qui nous font comprendre qu'en réalité, c'est fait. C'est un costume qui est taillé sur mesure pour quelqu'un.
c'est un costume qui est taillé sur mesure pour quelqu'un. Et l'esprit de cette constitution-là, c'est, voilà, fort pour pas le citer, d'accord, il veut s'éterniser au pouvoir. Donc, il faut pas hésiter à dénoncer les choses. Bon, là, vous rentrez dans le détail des choses et tout ça. Moi, je ne maîtrise pas les chiffres. J'ai essayé ce matin de me lancer dans un débat et je me suis fourvoyé. Je le regrette un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Les rouages je connais à minima. Mais ce matin, j'ai par exemple dit que les commissions parlementaires n'étaient pas systématiques, alors qu'en réalité, c'est vrai qu'effectivement, quand il y a une proposition de loi, elle passe par la commission. Bon, bref, ce n'est pas gravissime en soi. Mais c'est très important que vous, les gens, vous la jeunesse togolaise qui êtes instruits, qui connaissez les sujets, que vous preniez votre courage à deux mains et dire les choses, de conscientiser. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même moi qui suis ici, malgré le fait qu'on reconnaisse ma voix, pour l'instant, je n'arrive pas à montrer mon visage. Mais vous, qui êtes sur le territoire et qui faites ce boulot-là, bravo à vous. Mais il faut continuer. La 5e République, là, ce n'est pas une fatalité. La 5e République, cette 5e République-là, en tout cas, elle n'est pas plus forte que le peuple. Et si le peuple se réveille, réellement sort dans les rues pour dire son ras-le-bol, les choses vont changer. On pourra bannir cette 5e République-là et retourner à la C92 qu'on pourra réajuster pour que les choses qu'on a connues jusqu'à présent ne se reproduisent plus, parce que c'est très important. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je sais que le système est tellement ancré, qu'on nous a tellement maîtrisé, que c'est très compliqué de sortir de sa torpeur. Mais à un moment donné, il faut y aller. Parce que plus ça va durer, et plus la remontée sera difficile. Le Togo est en chute libre. La gouvernance, là, dans laquelle on est, elle nous mène droit dans le fond. Donc il faut en prendre conscience et essayer. Et donc, moi, la question que je vais poser à Trismégiste, moi je dis souvent, aujourd'hui, Faure et son système, ils n'ont plus la latitude de tirer sur le peuple comme ils ont pu l'avoir il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation, de sa situation ou de son semblant de rapprochement de l'AES, de la France-Afrique et tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement, si le peuple se soulevait demain, il pourra envoyer aussi facilement, les militaires tirer sur le peuple? J'aimerais avoir votre avis sur ce fait-là. Et sénateur et Trismégiste. Oh, Théo veut me mettre en plein. Sénateur, vas-y, il faut répondre. Je sais que je dévie du débat, donc moi je suis venu juste vous saluer et la question m'est revenue. D'accord? Et voilà, est-ce que vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça? Moi je pas. Ok, sénateur, vas-y. D'accord. Ok, mais Théo, merci pour ton intervention. Au fait, nous ne faisons que notre devoir d'engagement civique et politique, parce que pour participer, mais pour contribuer au développement de notre pays, je pense que c'est en faisant quelque chose. Et voilà la petite des choses que nous avons trouvé à faire. C'est à travers les réseaux, parler, conscientiser et puis éclairer nos jeunes. Et au fait, nous n'incitons pas à la violence. Je pense que le gouvernement aussi a intérêt à ne pas user la violence, parce que c'est ça, parce que si c'est deux rapports, si nous incitons et que lui fait l'usage de la violence, je pense que déjà il y a un problème. Mais par le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu de la violence. Donc dans l'histoire de l'humanité, je pense que on peut apprendre de tout ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ça,
C'est le prix à payer pour la démocratie, je pense. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc, c'est le prix à payer. Et à l'heure actuelle, je pense que le monde n'est plus comme avant. Je ne sais pas comment c'est avec nos dirigeants quand même. Mais je sais que le monde n'est plus comme avant, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où les informations n'allaient pas à 1000 secondes par heure. Mais actuellement, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, bon, je pense que eux aussi, ils sont obligés de s'adapter. Ils ne peuvent pas faire usage de violence comme ils avaient fait dans les années 70, dans les années jusqu'à 2000, parce qu'en ce moment, on peut boucler le pays et puis rien ne sort, aucune information ne sort. Mais avec, je ne dis pas, oui, c'est une arme, c'est un atout, c'est un atout. Les téléphones Android, les réseaux sociaux, c'est une arme. C'est une arme. Donc, je pense que la manière dont un dictateur peut librement s'installer dans les années 60, dans les années 800, elle n'est pas pareille pour un dictateur de nos jours de s'installer facilement. Donc, c'est au peuple aussi de savoir ça et puis savoir que voilà, il a cette